Bonjour. Alors cette vidéo va répondre à la question, le tarot peut-il être utilisé comme un véritable outil clinique, au-delà de toute lecture ésotérique? C'est la question centrale de l'approche du tarot comme médiateur psychologique. Donc peut-on utiliser le tarot lors de consultations lors d'une thérapie. Pourquoi cette question? Bien parce qu'en fait, le tarot opère une véritable fascination sur beaucoup d'individus. Euh, Preuve en est l'ensemble de la littérature à ce sujet. Elle est extrêmement nombreuse, cette littérature. Donc c'est que ça intéresse beaucoup. Dès lors, pourquoi ignorer en psychologie ce qui, du coup, intéresse tant l'être humain? Tout comme Freud l'a indiqué, si on occulte la bisexualité de l'homme, on occulte une partie de l'homme. Là, Freud parle de bisexualité psychique et non forcément de rapport sexuel, en fait. Euh, Entre parenthèses, euh, rapport sexuel, donc du coup, qui ne peut pas exister selon Lacan. Mais ça, c'est un autre sujet. Alors pour lever toute ambiguïté, j'utilise les outils qui sont appropriés en thérapie, en consultation, que ce soit les tests psychométriques, validés scientifiquement évidemment, que les tests projectifs comme le TAT ou le Rorschach. Par exemple, pourquoi le tarot? Pourquoi le tarot de Marseille? Pourquoi le tarot? Alors le tarot, nous l'envisageons ici comme un médiateur, comme un outil, et non pas comme un outil divinatoire, évidemment. Depuis les années 1970, le docteur Denise Roussel, donc docteur en psychologie, utilise le tarot psychologique comme outil projectif, au même titre euh, que les tests comme le TAT et le Rorschach. Si vous vous intéressez à ce sujet, je vous conseille de parcourir, de lire son ouvrage, Le tarot psychologique du docteur Denise Roussel, Miroir de soi, qui est un excellent bouquin. Euh, pour elle, en fait, c'est un support permettant la projection du monde intérieur du sujet, tant sur le plan dynamique que thématique. Dépourvues de toute inscription verbale en ce qui concerne le jeu qu'elle utilise, les images du tarot sollicitent l'imaginaire, favorisent les associations libres et facilitent l'émergence de contenus inconscients, parfois difficiles à verbaliser. Le docteur Roussel s'appuie également sur la psychologie analytique de Carl Gustav Jung et sa notion d'archétype. Là aussi, alors j'ai pas retrouvé dans ma bibliothèque le livre en question de Carl Gustav Jung, euh, dont le sujet est l'alchimie, les alchimistes. Il a travaillé sur ce sujet-là et notamment sur tout l'aspect symbolique. Donc c'est aussi un ouvrage du coup très intéressant. Et dans les cartes du tarot que je vais vous présenter par la suite, il y a effectivement bon nombre de messages alchimistes, en tout cas de symboles alchimiques. Donc le tarot du coup devient un artefact projectif. Il est constitué d'images fondamentales, profondément ancrées dans le psychisme humain et représente des personnages. Euh, donc ça parle aux individus. Le thérapeute ne s'appuie pas sur une symbolique ésotérique, comme je l'ai dit précédemment, évidemment, des cartes, même s'il peut en avoir des notions, mais il ne s'appuie absolument pas sur cette symbolique ésotérique. C'est pas l'objectif, c'est pas le propos. Au contraire, c'est le patient en réalité, c'est le patient lui-même qui va attribuer un sens euh, à la carte ou aux cartes qu'il va lui-même choisir. C'est pas un tirage au sort, hein, enfin au hasard entre guillemets. Donc un sens qu'il attribue aux cartes en fonction de son histoire, de son vécu. Euh, et, 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 et du coup,
de ce qui peut se passer dans son inconscient. Alors d'autres chercheurs se sont intéressés également au tarot. Par exemple Jacquet, qui décrit le tarot comme un matériel projectif plutôt thématique, proche du fonctionnement du TAT, doté d'un fort pouvoir d'évocation ou d'association. Le TAT, alors j'ai pas les images ici, mais ce sont des images que l'on présente aux personnes qui représentent des scènes en fait. Donc ça peut être par exemple un petit garçon qui est agenouillé devant la porte d'une maison ouverte. Et de là, effectivement, le patient va nous raconter une histoire, ce qui lui passe par la tête à ce moment-là. Chabot, lui, donc un autre chercheur, insiste quant à lui sur la fonction de médiation. Pour lui, le tarot permet au patient de passer d'un monde à un autre, c'est-à-dire de l'inconscient au conscient ou inversement, le conscient à l'inconscient, hein, parce que c'est le principe de la bande de Möbius, pardon, de Möbius, qui, en fait, on passe d'un côté à l'autre sans changer de bord, et donc on passe du conscient à l'inconscient comme ça. Euh, euh, c'est le principe, par exemple, des lapsus. Et ça de manière le plus spontanément possible, du coup. C'est ça l'intérêt. Si on est dans la réflexion, on n'est pas forcément dans l'inconscient. Là. Dans cette dynamique, le psychanalyste devient un passeur, en fait, ou le thérapeute devient un passeur, accompagnant ce mouvement de transformation psychique. Alors, il met également en évidence les liens entre le tarot et la métapsychologie freudienne. À travers certains arcanes, on retrouve les 4 dimensions de la pulsion décrites par Sigmund Freud, hein, selon lui, selon Chabot, la source, hein, euh, les 4 dimensions de ces pulsions, on peut dire, voilà, qui sont la source, le but, l'objet et la poussée. L'arcane du pendu, on va prendre comme exemple, peut évoquer une aversion du sens de la pulsion, voire une référence à la pulsion de mort. Dans ce cas, le tarot devient un médiateur permettant d'affronter l'insupportable, d'élaborer ce qui était jusque-là irreprésentable et d'envisager une possible reconstruction. Parce qu'on peut amener le sujet, le patient, à envisager aussi la carte sous un autre angle, du coup. Et ça tombe bien avec le pendu. Voir les choses différemment. Changer de perspective, de contexte. Voir sous un autre angle, en fait, hein, dans un contexte donné. Euh, le docteur Ina Semetsky euh, s'est intéressé au tarot parce que un de ses patients lui a avoué, en thérapie, consulter également un voyant. Et ça l'a profondément perturbé. C'est pour quelle raison est-ce que mon patient éprouve le besoin de consulter également un voyant? Ça veut dire que je ne le suffis pas, en fait. Et parce qu'en fait, ce sont des apports différents qui peuvent être euh, bénéfiques, j'ai bien peuvent être bénéfiques pour le patient. Et donc en fait, en s'intéressant au tarot, eh bien, elle s'est aperçue que le tarot constitue un outil projectif non verbal capable de réduire les résistances, d'apaiser la relation thérapeutique et de favoriser l'intégration dans la conscience. C'est cette fameuse brèche en fait qui peut s'ouvrir là spontanément. Le thérapeute, par le fait, devient un tisseur de sens, reliant les images, les affects, le récit du patient pour l'aider à se libérer de ce qui entrave son fonctionnement psychique. Donc, utilisé comme médiateur clinique, le tarot de Marseille apparaît non comme un outil divinatoire, mais comme un support projectif structurant. Il est complémentaire des tests classiques, il ouvre un espace de symbolisation, de compréhension, transformation psychique. Euh, Pourquoi le mettre à l'écart alors qu'on peut utiliser bien d'autres cartes? Je pense au photolangage par exemple, parce que j'anime les ateliers sur les émotions, je vais présenter un certain nombre de jeux de cartes sur les émotions, sur le photolangage, et je vais demander aux personnes de choisir une ou plusieurs cartes qui vont représenter là où les émotions les plus prégnantes en abordant l'atelier ou la veille ou le week-end passé. Bon, voilà, donc
Après tout, pourquoi pas aussi les cartes du tarot. Euh, c'est pour cette raison que j'ai décidé moi aussi de m'intéresser au tarot. Et effectivement, dans les recherches que j'ai pu mener du côté alchimique, je me suis aperçu qu'il y avait un certain nombre de symboles alchimiques dans ces cartes. Et du coup, Carl Gustav Jung, ayant fait un rapport entre la psychologie et les alchimistes, j'ai pensé qu'il pouvait être intéressant d'écrire un livre à ce sujet-là. Un livre qui, avec une approche scientifique, le plus possible, de manière à faire ce rapprochement-là. Et donc pour ce faire, eh bien, j'ai tenté de faire le rapprochement entre les cartes et les modèles existants. Je vais vous montrer ça. Il a été publié en 2024 et je n'ai pu le faire que chez aux éditions et des livres, pardon, parce que en fait tous les éditeurs qui éditent des livres sur le tarot ont trouvé le sujet passionnant mais beaucoup trop compliqué pour leurs lecteurs. Donc déjà là, qu'est-ce que ça veut dire vis-à-vis de leurs lecteurs? Je m'interroge. De leur clientèle habituelle. Bon, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de lire ce genre de livre. Enfin, quant aux éditeurs qui sont spécialisés en psychologie, alors dès qu'on aborde Tarot de Marseille, évidemment, c'est tabou, quoi. C'est même pas la peine, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce farfelu-là? Bon, bref. Du coup, ça a été très très compliqué, ce qui fait que j'ai abandonné l'affaire et je me suis dit que le mieux c'était d'en passer par les éditions et des livres qui ont validé bien sûr le contenu qu'ils pouvaient effectivement l'éditer et à partir de là, eh bien, j'ai choisi cette voie-là. Alors en fait, ce livre a pour objectif, je vais vous le présenter, de faire le lien entre les 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille et la psychologie, comme je l'ai dit, et non pas les arcanes mineurs. Parce que pour moi, c'est plus des cartes à jouer, mais après, pourquoi pas, hein, on peut faire aussi, on pourrait faire mener ce travail-là de rapprochement des arcanes mineurs avec la psychologie. Je sais pas, en fait, en tout cas, moi, c'est surtout les arcanes majeures qui m'ont intéressé. Alors, il prétend pas, bien sûr, être une référence scientifique absolue, mais en tout cas, il ouvre la voie de manière à ce que d'autres puissent aussi apporter leur pierre à l'édifice. C'est ça qui est surtout intéressant, hein. J'ai entrepris de mettre en relation chaque arcane, pardon, chaque lame, avec les concepts psychologiques. Donc, je me suis intéressé à la personnalité, à la psychopathologie. Voilà. Donc, je propose aussi des exemples, des exercices. Donc un livre qui s'adresse à un large public, autant les psychologues qui s'intéressent à la psychologie existentielle par exemple, que les tarologues, que les passionnés, ou même les voyants, pourquoi pas, qui s'intéressent aussi à la psychologie dans leur pratique. Donc voilà, c'est ce livre-là, ici, donc il s'intitule Les arcanes majeures du tarot de Marseille et la psychologie. Et donc, pour faire ce travail de rapprochement scientifique, je me suis appuyé sur des modèles, notamment en ce qui concerne la personnalité. Et ici, je vais là, voilà, vous présenter. Alors, il s'agit du modèle de Cattell, par exemple, qui a travaillé sur les personnalités, ce que c'était qu'une personnalité, etc. Et donc qui a défini un tableau de 16 facteurs de personnalité. Et donc j'ai fait ce travail d'association avec les lames. Si on prend dans son échelle une note basse que le sujet va obtenir, le patient va obtenir, si je prends par exemple le facteur A, eh bien ici on va pouvoir en déduire, selon Cattell, qu'on a affaire à une personne qui peut être réservée, renfermée, détachée, distante, rigide, en retrait, peu affective, une faible expressivité, tendance à s'isoler. Donc on peut avoir ici par exemple de la schizotynie, une faible affectivité. Alors là, je me suis dit, est-ce que par hasard, ça ne serait pas un petit peu notre ermite inversé?
qui, d'après les caractéristiques principales des arcanes communément admises dans les livres, dans toute la littérature en ce qui concerne le tarot, eh bien, on peut lire par exemple craintif, asocial, timide, peureux, mutiste, isolement, austère. Donc là, je trouvais qu'il y avait quand même un rapprochement intéressant à faire avec ce que Catel a travaillé sur la personnalité, réservé, renfermé, timide, isolement, voilà, enfin, ce sont des synonymes, quoi. Donc j'ai fait ce rapprochement avec des tableaux ici. Je vais enlever ça, avec des tableaux euh, sur un tableau. Et effectivement, on passe donc du côté des notes basses aux notes élevées, si j'arrive à tourner la page. Voilà. Donc ici. Donc par exemple, Q1, alors je voudrais peut-être passer sur ici, voilà, pratique, soumis, je prends plutôt celui-là par exemple, pratique, soumis aux contingences, centré sur la, donc ça c'est le type J, centré sur la réalité avec peu d'intérêt artistique et conventionnel, donc là c'est la praxémie, pragmatisme. Eh bien justement, dans la littérature, ce qui concerne le tarot, pour la justice, on va trouver pragmatique, respectueux des lois, législateur ordonné. Donc, voilà. Après, c'est pas que je veux que ce soit figé comme ça, c'est que ça permet aussi de s'interroger et de se dire, bah tiens, là, il y a quand même une correspondance intéressante avec des modèles psychologiques établis scientifiquement par des chercheurs. J'ai tenté aussi ce rapprochement avec le modèle des 5, donc l'analyse factorielle des 5, qui lui met la personnalité sur des axes instables, stables, introvertis, extravertis. Et donc là, c'est en petit. Et donc j'ai cherché effectivement dans la littérature liée au tarot tout ce qui pouvait être se trouver de ce côté-là ou de ce côté-là, etc. Et enfin, en ce qui concerne la personnalité, j'ai fait le rapprochement avec le modèle d'Hollande. Alors ça, ce sont des profils en fait. On va trouver par exemple le profil dans son modèle, hein, à lui, et donc qui va servir de base, c'est la théorie qui va servir de base au test psychométrique sur les intérêts personnels, professionnels, les qualités par exemple, hein, donc les MR3 ou l'EXA 3D. Donc on va trouver le type réaliste, le type investigateur, artistique, etc. Et donc, il les a placés dans un ordre très très précis, bien sûr. Alors tout ça avec des recherches, des calculs ensuite mathématiques, etc. Parce que c'est quand même pour arriver à ça, c'est très compliqué, hein. Et là aussi, j'ai tenté de faire ce rapprochement avec les cartes du tarot. Voilà en ce qui concerne les liens, en sachant que bien sûr j'ai également repris chaque lame pour essayer, donc ici le pendu par exemple, d'en faire une analyse psychologique. Euh, donc à chaque fois un tableau et puis des explications. Là aussi, c'est une ouverture, on peut mener d'autres recherches et puis aller vers peut-être d'autres explications. Je l'ai fait aussi avec les personnalités difficiles, donc je me suis basé sur le livre de Christophe André notamment sur les personnalités difficiles. Et à partir de là, eh bien, personnalité de type A ou workalisme par exemple, eh bien, j'ai essayé de trouver les cartes qui vont bien et dans quel sens, de manière à eh bien, établir un rapprochement entre la lecture de ces cartes-là, par exemple, et justement cette personnalité difficile, dite difficile, personnalité de type A ou workaholisme. Aoulisme. Donc voilà pour ce rapprochement ici. Qu'est-ce que je voulais vous montrer également? Alors sur la partie psychopathologie, j'ai pris quelques exemples. Alors là, par exemple, c'est la névrose d'angoisse. Donc aussi également les cartes et j'explique pour quelles raisons. Euh, Ensuite, je donne ici, voilà pour terminer, un exemple que l'on peut utiliser, je reviendrai dessus, sur la ligne de vie. Donc ça, c'est quelque chose que l'on peut faire en psychologie existentielle. D'ailleurs, on part de tout ce que l'on connaît, donc de la naissance, tous les événements à partir de sa naissance qui ont été importants dans sa vie. Et puis, donc, on va chercher les cartes qui vont bien.
ici, et puis mettre un petit résumé pour ensuite se projeter dans le futur sur les événements que l'on aimerait qu'ils se produisent dans notre vie, les regrets que l'on ne voudrait pas avoir, bon, ces choses-là. Donc, voilà, si ça vous intéresse, vous trouvez les éditions et des livres, vous pouvez le commander dans les librairies, vous trouvez sur la FNAC, à la FNAC, sur Amazon, etc. Donc voilà pour le livre. Maintenant, alors bien sûr, lorsque ça se justifie, dans certains cas très précis, c'est pas systématique, hein, loin de là, hein, eh bien, on peut inviter un patient à choisir une carte pour déterminer son ou ses émotions, ses sentiments, ses affects du moment. On peut aussi, par exemple, demander à la personne que l'on reçoit de choisir 3 ou 4 cartes pour évoquer, alors les papiers s'envolent, voilà, pour évoquer son passé et lui demander de faire parler les cartes entre elles. Donc là, il choisit effectivement sur les 22 cartes les 3 ou 4 cartes qui les intéressent, ou 5, pourquoi pas, pour évoquer son passé. Et donc, on peut faire de même pour le présent et pour le futur. On peut demander au patient de définir sa ligne de vie, comme je l'ai montré dans le livre, avec tous les événements marquants de sa vie, ses regrets, donc les événements qu'il aimerait aussi qu'il adviennent dans son futur. Ça permet la projection et de faire intervenir, ça fait intervenir des personnages, donc ça parle, évidemment. Et avec, eh bien, pour utiliser, en fait, je n'ai pas trouvé de jeu qui me convenait. Donc j'ai demandé à mon épouse de créer un jeu en noir et blanc, uniquement. Parce que je ne voulais pas, en fait, que les couleurs divertissent la personne et qu'elle choisisse telle ou telle carte en fonction des couleurs qui lui sont, enfin les couleurs qu'elle aime, qui lui sont qui l'attirent le plus. Non. Euh, je, mon souhait était de faire en sorte que la personne puisse s'intéresser véritablement au graphisme et au symbolique. C'est avec le symbolique que l'on peut s'approcher au plus près du réel. C'est lui qui va aborder en quelque sorte le réel. Et sans ce symbolique-là, eh bien, le réel peut se déverser et peut nous emporter en fait. Donc c'est important. Le réel peut comment dire, se mettre en place dans l'agir. Donc c'est important effectivement que ici on s'intéresse véritablement au symbole et non pas aux couleurs, hein. Ça ne divertisse pas le patient. Voilà. Donc du coup, ici, je vous présente quelques cartes. Alors, on retrouve notre pendule là. On retrouve la tempérance ici. Bon, voilà. Donc ici, si le livre vous intéresse, je mettrai le lien en bas. Si le jeu vous intéresse, je vous mettrai le lien où vous pouvez aussi le commander. Voilà, la conclusion que je peux apporter, c'est qu'il ne s'agit pas de prédire quoi que ce soit, mais d'ouvrir en réalité le discours sur quelque chose qui peut surprendre, amuser, une façon de faire entrer un discours plein dans un discours vide. Ça, c'est très important parce que très souvent, on a affaire à un discours vide et l'idée, c'est que le thérapeute puisse amener la personne à un discours plein. C'est plein de sens, en fait. Donc, ça peut toucher au plus profond la personne, évidemment. Le patient exprime ce qu'il ressent face à la carte et non face au thérapeute. Le thérapeute prend du recul, en fait. Donc, il ne devient plus un obstacle, hein, parce que le thérapeute peut devenir aussi un obstacle, du coup, dans le discours. Euh, c'est un moyen d'ouvrir une brèche, en fait, sur l'inconscient, de manière spontanée, et donc d'exploiter ça par la suite. Ça peut permettre au patient une plus grande confiance aussi envers le thérapeute. Euh, qu'il n'a pas affaire uniquement à un scientifique au sens strict du terme, un peu renfermé comme ça dans son truc, mais quelqu'un capable d'ouverture d'esprit. Et ça, c'est extrêmement important. Euh, il m'est arrivé, dans mon expérience, que certaines personnes, euh, parce que je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui, là, on tournait autour, quoi. On n'arrivait pas à l'essentiel.
je passais à côté de quelque chose. Et donc, en fait, en évoquant les cartes, à un moment donné, tiens, là, ça me fait penser à telle carte. Et donc, en présentant les cartes et en faisant parler les personnes sur certaines cartes, eh bien, la confiance euh, est arrivée là, une confiance beaucoup plus importante. Et donc, j'ai été pris dans le rôle, dans un rôle différent, en fait, où le discours plein pouvait advenir. Et là, certaines personnes ont pu m'avouer des choses qu'elles n'avaient jamais avouées à personne. Comme par exemple le fait d'entendre des voix ou de parler aux défunts. Évidemment, ça, quand on commence à évoquer ce genre de choses, on peut avoir cette crainte tout de suite de rentrer dans une case qui peut nous amener à la psychiatrie. Et donc, on peut rester sur la réserve et ne pas évoquer ce genre de choses. Donc, les cartes, là, pour ces personnes-là, eh bien, je pense que sans elles, ça aurait été compliqué, vraiment. Vraiment, je ne sais pas si j'aurais peut-être pu, parce que j'étais pas le premier psychologue qu'elle rencontrait. Voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo. Donc, en fait, pour la conclusion, avant de dire j'espère que cette vidéo, la conclusion définitive, c'est de dire oui, on peut utiliser le tarot dans la thérapie, mais pas n'importe comment, évidemment. C'est un outil médiateur qu'on doit utiliser comme tel, et pas pour tout le monde non plus, hein, parce qu'il peut y avoir des freins aussi liés à la culture, liés à la religion. Donc, il faut faire très très attention. C'est comme tous les outils qu'on utilise, on ne peut pas faire passer le Rorschach ou le TAT à tout le monde. C'est pas possible. Ou en tout cas, à tous les moments possibles où on peut pas le faire, tout simplement pour certaines personnes, et des moments qui seront plus propices, et puis il y a des personnes où on peut pas. C'est juste pas possible. Donc voilà, ça c'est pareil pour le tarot, et ça peut effectivement être un outil très intéressant. Eh bien voilà, si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit pouce comme ça, à liker. Eh bien je vous en remercie, et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.